Alors, rebonjour à tous. Si c'est possible d'avoir votre attention. Donc, merci d'être parmi nous cet après-midi pour notre panel politique sur la surmédicalisation, le surdiagnostic et le surtraitement dans une approche interdisciplinaire. Donc, nous allons commencer le panel sous peu. Donc, vous pouvez réserver vos questions pour la fin. Vous allez pouvoir entendre, dans le fond, comment se déroulera le panel d'abord. Merci. Donc, juste pour commencer, on est très heureux aussi d'avoir parmi nous donc, nos députés. Donc, la députée de Taillon, Mme Diane Lamarre, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, et puis le député de Mercier, le Dr Amir Kadir. Donc, pour commencer, on va juste s'introduire. Lisa et moi. Donc, mon nom est Jennifer Dahak. Je suis étudiante de 2e année au doctorat en santé publique en organisation des soins de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, dans le fond, j'ai un bac en gestion publique de l'UQAM et une maîtrise en administration de la santé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, j'ai travaillé principalement dans les hôpitaux de Montréal, donc à l'hôpital général juif, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et aussi dans différentes directions, là, notamment à l'Agence de santé et services sociaux. Et j'ai porté plusieurs chapeaux au niveau de la planification stratégique, des ententes de gestion de la performance. Donc, c'est un peu mon background. Je vais passer la parole à Lisa pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour tout le monde. Allô? OK, bon. Donc, bonjour tout le monde, prise 2. Donc, moi, c'est Lisa Hudon, là, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval, donc volet clinique. J'ai une spécialisation en psychologie de la santé et en thérapie de couple là, et en problèmes relationnels. Donc, moi, au baccalauréat, j'ai beaucoup été impliquée là, dans des laboratoires de recherche en santé. Notamment, là, j'ai fait des évaluations neuropsychologiques plus avec des personnes âgées, des personnes qui présentent des troubles cognitifs, puis aussi là, des personnes qui présentent des troubles visuels, par exemple, ou de l'apnée du sommeil. Donc, j'ai touché quand même à plusieurs choses. Puis, c'est ça, dans le fond, présentement, je suis stagiaire là, en psychologie à l'Université Laval. Puis, c'est ça, je vais laisser Jen vous expliquer le fonctionnement du panel. On va finir par arriver. Donc, le panel politique commencera par une allocution de 8 minutes. Donc, chacun des députés aura 8 minutes pour présenter ses idées sur le sujet et la vision de son parti comme tel. L'ordre des allocutions a été tiré au hasard un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, c'est le docteur Amir Kadir qui va commencer l'allocution, suivi du ministre, et puis suivi de Diane Lamarre, puis du ministre à la fin. Donc, je recommence. Donc, docteur Kadir, Madame Lamarre et le ministre à la fin pour les allocutions. Donc, les allocutions seront suivies d'une période de questions. Les questions qui sont préparées d'avance par le fresque et puis les questions du public. Donc, une tranche de 30 minutes pour chacun. Donc, nous allons les animer, Lisa et moi. Pour les questions préparées d'avance, les députés ont 2 minutes chacun pour répondre à la question. Un droit de réplique pourra être donné si quelqu'un est interpellé dans ces 2 minutes-là. L'ordre de réponse aux questions va évoluer également là, donc ça ne sera pas toujours la première personne, la même, qui commencera ou qui terminera pour répondre aux questions comme telles. Donc, les questions du public vont se tenir ici en séance présentielle et puis en ligne aussi sur notre Facebook Live. Donc, les 2 plateformes vont être utilisées. Donc, l'important, c'est que vous vous identifiez, vous dites votre titre et vous adressez votre question à une ou plusieurs des personnes du panel. Et puis, au final, ce qu'on demande, dans le fond, c'est ce qu'on a demandé à nos députés, c'est de respecter le temps qui leur est alloué, de faire ça, dans le fond, en toute cordialité, de parler de la position de leur parti, principalement, le plus possible. Et puis, donc voilà, on pourra recadrer s'il le faut. Ça va nous faire plaisir d'animer cet après-midi-là. Voilà. Donc,
Donc, je vais faire une brève présentation là, de nos panélistes. Donc, je vais commencer avec Monsieur le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui est député de la Pinière. Donc, le docteur Barrette là, est spécialisé en radiologie. Il a d'abord étudié en radiologie vasculaire et interventionnelle à l'Université de Californie à San Diego. Puis, il a effectué un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique à l'Université de Montréal et un doctorat en médecine à l'Université de Grenoble et de Montréal. Il a occupé successivement les postes de président de l'Association des radiologistes du Québec de 1998 à 2006 et de président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec de 2006 à 2014. Donc, je vais continuer avec Madame Lamarre, la députée de Taillon, qui est notre porte-parole officielle en termes de santé. Madame Lamarre est pharmacienne de formation. Elle a été présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2009 à 2014. Elle est professeure de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, qui est ici. Elle est membre de Pharmaciens sans frontières depuis 1998 et elle préside la branche canadienne de l'organisme depuis 2007. Elle a participé à de nombreuses missions humanitaires avec l'Organisation mondiale de la santé dans plusieurs pays. Elle a aussi été chroniqueuse dans différents médias, entre autres pour RDI Santé de 2009 à 2011. Je vais terminer avec M. Kadir, député de Mercier, qui est le porte-parole en santé pour Québec solidaire. Donc, M. Kadir est médecin spécialisé en microbiologie, infectiologie. Il est diplômé en physique de l'Université de Montréal et de l'Université McGill et en médecine là, de l'Université Laval. Par le passé, il s'est beaucoup impliqué là, pour les droits humains en Iran. Ensuite, il s'est impliqué ici au sein de Médecins du Monde, section Canada, et au sein de la Coalition des médecins pour la justice sociale. Donc, des invités très pertinents, là, autant au niveau politique qu'au niveau du système de santé. Donc, on va commencer avec les questions, en fait, avec les allocutions de 8 minutes. Donc, le député de Mercier, à vous la parole. Merci. Nous écoutons Dr. Kadir. Je dois comprendre le système de santé est un système qui est probablement parmi les systèmes les plus complexes dans les pays économiquement avancés. Dans tous ces pays-là, le secteur des services sociaux le plus important, comme c'est le cas au Québec. C'est aussi un secteur d'activité économique important. Il y a des milliers de milliards de dollars. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand le professeur Omar Akhtouf de HEC faisait le bilan, juste dans les pays de l'OCDE, c'était 5 500 milliards de dollars d'activité économique dans le domaine de la santé. Et comme, hormis les États-Unis, dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est des systèmes de santé publique, c'est une activité économique régulée principalement par le secteur public. Donc, il y a des intérêts immenses qui sont en jeu. Parfois, ces intérêts sont convergents, heureusement, mais parfois... Très bien.
donc je parlais sans micro. Est-ce que vous m'avez entendu? Bon. Tout ce qui a précédé n'était certainement pas sérieux. Alors, ça commence. Le système. Donc, il y a des intérêts quand même immenses en jeu. J'en parle parce que c'est sûr qu'on comprend bien que lorsqu'on parle de surmédicalisation, il faut très logiquement et sans naïveté comprendre que les compagnies pharmaceutiques produisent des médicaments et l'intérêt logique, entrepreneurial, l'intérêt systémique de telles entreprises, c'est d'en vendre et d'en vendre le plus possible. Ensuite, tous les producteurs d'équipements, petits ou grands, ça va des aiguilles qu'on achète jusqu'au scan et aux résonances magnétiques, au PET scan qu'on installe dans notre hôpital, la logique de marché, qui est la logique prédominante, ce n'est pas une logique souhaitée, mettons, par une vision comme celle de Québec solidaire, mais la logique de marché qui s'impose quand même dans le monde occidental, puis il faut en être conscient, pousse à répandre le marché et à les rendre le plus disponibles possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une logique quand même derrière qui peut utiliser des voies, des voies légitimes, mais parfois des voies illégitimes ou questionnables sur le plan moral. On parle de toutes les campagnes, par exemple, de promotion et de marketing intenses dans lesquelles investissent les compagnies pharmaceutiques parfois 3 à 4 fois plus, si ce n'est pas 10 fois plus comme certaines compagnies, que dans leur recherche et développement, pour mousser leurs produits, pour convaincre que, par exemple, le problème de l'anxiété, c'est un problème médical. Il y avait une dizaine d'années ici, juste à l'entrée de l'université, en bas de la côte, là, sur Édouard-Montpetit, un grand panneau qui montrait une jeune dame en train de rentrer devant un édifice qui semblait être une université. Puis le panneau disait « Tout un monde d'anxiété s'ouvre devant vous ». D'accord? Puis c'était la promotion de pilules anxiolytiques. C'est sûr donc qu'il y a des éléments en jeu qui poussent vers une utilisation excessivement importante qui, au Québec, a connu des sommets, disons, assez problématiques au milieu des années 2000. Paul Arcan, un journaliste que vous connaissez bien, qui anime une émission de matin, avait produit un film qui s'appelait pas l'envers de la pilule, Un Québec sous ordonnance, qui faisait en quelque sorte le procès à la fois de l'utilisation abusive des médicaments psychotropes, mais aussi de la surmédicalisation des patients en soins chroniques et des patients âgés. Et je vous invite, quand il y a une réflexion sur la surmédicalisation à faire sur le Québec en particulier et pour les médicaments psychotropes comme les anxiolytiques, je pense que c'est un document très, très important d'intérêt public. Mais dans cet ensemble-là, donc on peut très bien facilement identifier la trace de lobby et de logique simplement marchande qui pousse vers l'utilisation accrue dans le financement de la recherche, dans les subventions accordées par gouvernement sous pression pour augmenter le nombre d'équipements disponibles qui ensuite emmènent de manière normale aussi, quand c'est disponible, l'usage plus répandu par les médecins, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des types de pratiques qui sont installées où, pour le simple lumbago que j'ai aujourd'hui et pour lequel je mets un peu de chaleur, puis j'espère que ça va guérir, on voit de plus en plus dans nos hôpitaux, et il y a eu même des campagnes menées par l'INES pour essayer d'en réduire l'usage, l'utilisation du scan comme premier geste diagnostique à poser dès que quelqu'un arrive avec une lombalgie quelconque à l'urgence de nos hôpitaux. Mais une fois ceci dit, il y a aussi d'autres logiques en jeu, et je voudrais, puisque le débat fait rage aujourd'hui au Québec, la rémunération des médecins, montrer aussi que la rémunération des médecins, quand on ne fait pas attention à ses conséquences, peut entraîner une série de problèmes. La rémunération des médecins, le paiement à l'acte, vous savez, c'est un mode de rémunération archaïque. Combien de minutes il nous reste? 2 minutes. Alors, je vais y aller très rapidement, puis je vais revenir. La rémunération à l'acte, c'est une rémunération qui date des années 60. Quand vous regardez la littérature, tout ce qui se fait de moderne aujourd'hui, des Accountable Care Organizations aux États-Unis, aux divers modes de rémunération mixtes, alternatifs, bundles de rémunération à la performance, etc. En Europe, aujourd'hui, on tend de plus en plus à s'éloigner de la rémunération à l'acte et à aller payer les médecins plutôt pour le temps qu'ils accordent, pour le suivi qu'ils accordent, pour la performance dans l'atteinte de certains objectifs de santé populationnelle.
Et malheureusement, au Québec et en Amérique du Nord, on est beaucoup pogné avec la rémunération à l'acte et ça a ses méfaits. Un de ces méfaits importants, c'est que dans la manière dont on aborde les problèmes de santé, la pression qui s'exerce sur le médecin a augmenté la cadence du travail, et je vais en venir tout à l'heure, on va revenir dans le débat, lorsqu'on constate que 30%, jusqu'à parfois 40% des consultations en première ligne dans les cabinets de médecins sont pour des problèmes de nature souffrance ou détresse psychologique ou psychosociale, et que le médecin que nous sommes ne sommes pas adéquatement formés, beaucoup moins formés que les psychologues qui devraient être en première ligne pour soigner ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'en plus il y a une rémunération à l'acte où il y a une pression systémique sur le médecin à augmenter la cadence? C'est quoi? Bien, moi, je ne peux pas prendre le temps, la demi-heure, l'heure et demie parfois que ça exige pour prendre le temps de bien, disons, aller en profondeur dans les problèmes à la fois psychologiques et sociaux qui emmènent le patient dans ma clinique. Qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai des anxiolytiques, des médicaments neurotropes qui peuvent facilement me permettre de soulager le symptôme. Donc, il y a une pression énorme dans les cabinets de médecins à prescrire des médicaments plutôt que de soigner les patients convenablement. Et on ne peut pas les soigner convenablement parce qu'on n'est pas formés pour le faire. Nous ne sommes pas des psychologues, nous sommes des médecins. Merci, D'où l'importance de revoir non seulement la rémunération, mais la reconnaissance des autres spécialités, des autres compétences médicales. Merci infiniment pour cette allocution. Merci beaucoup. La députée de Taillon, Mme Diane Lamarre. Merci. Alors, je vais préparer un tout petit PowerPoint, c'est ma salle de cours, alors je me reconnais. Donc, rapidement, mais je vais finir avec des solutions un peu plus précises. Alors, allons-y. Alors, la surmédicalisation, le surtraitement, vous aviez dans vos documents des références tout à fait appropriées et un des éléments qui ressortait dans la première référence, c'était les médecins craignent de manquer un diagnostic et les patients ont besoin d'être réassurés. Il y a des constats quand même qu'il faut faire dans notre société. Une personne sur deux va avoir un cancer. Et c'est toujours cette crainte de cette maladie qui hante les gens. Et sur chaque symptôme, les gens ont cette anticipation, cette crainte. Et ça contribue énormément à solliciter le système de santé pour avoir plus de soins et plus d'investigations. Et tout ça plus coûteux. Mais je vous dirais qu'il y a une autre dimension qui s'ajoute à ça, c'est un effet secondaire du manque d'accès. C'est-à-dire que quand on a attendu 3 mois, 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin et qu'enfin on en a un, bien, s'il nous dit juste « surveille ton alimentation, puis tu reviendras me voir dans 3 mois », ça ne fonctionne pas beaucoup. Ça ne répond pas bien à la demande du patient, parce que le patient, il veut une solution plus rapide parce qu'il l'attend déjà depuis 3 à 6 mois. Donc, les effets secondaires de manque d'accès, de manque de garantie dans la rapidité de la continuité, ça contribue aussi à sursolliciter le système de santé pour des mesures plus agressives, des mesures qui ne sont pas toujours les meilleures pour les patients, qui incluent effectivement très souvent le médicament et qui vont très souvent aller vers le plus vite. L'autre intervention, c'était l'autre article. J'étais d'ailleurs avec Gaëtan Barrette, tu te souviens, Gaëtan, en 2013, on était allé au New Hampshire, un des premiers congrès qui se passait international sur le overdiagnosis and overtreatment. Et il y avait différentes pathologies, donc les douleurs au dos, où clairement on disait qu'il ne faut pas aller vers des investigations en imagerie médicale avant 6 semaines, pardon. Donc 6 semaines, les gens qui ont un mal de dos, il y a tellement de facteurs qui font que ça se résorbe spontanément. Amir est peut-être dans cette position-là actuellement, qu'on ne devrait pas envisager de grandes manœuvres 6 semaines après le début des symptômes. Les antipsychotiques contre l'insomnie, les enfants adolescents, je vais vous en parler tantôt, benzodiazépine et mammographie de routine, mais pour les plus jeunes, 40-49 ans. Alors, ça, c'était la liste de tous les soins
qui ont été déterminés par Choosing Wisely Canada, qui n'étaient pas des soins nécessairement pertinents, des tests préopératoires avant une chirurgie à faible risque, l'imagerie médicale pour un traumatisme mineur à la tête, les soins hospitaliers CT scan, c'est hospitalisé avec délirium. Moi, je vous dirais délirium, je vois Louise Mallette, ma collègue qui est là. Délirium, nous, on pense médicaments tout de suite, hein? On pense anticholinergique, la charge anticholinergique de toutes sortes de médicaments qui ne sont même pas des médicaments pour le système nerveux central. Dans bien des cas, c'est d'autres médicaments qui viennent tout simplement faire basculer cette surcharge et qui vont faire en sorte que le patient va tomber en délirium. Je travaille en soins palliatifs et les médecins, eux, ont vraiment l'orientation de dire est-ce qu'il y a des métastases au cerveau? Alors, quand il arrive ce genre de situation-là, on cherche autre chose. Des infections urinaires peuvent déclencher un délirium chez des patients. Alors, il y a toute une dimension pour chercher les choses différemment. C'est l'avantage du travail en équipe. Alors, je veux juste faire un petit peu l'histoire, parce que vous avez l'histoire des benzodiazépines et puis l'utilisation chez les personnes âgées. On va peut-être avoir le temps d'y revenir, mais dans les années 60-70, ce qu'on utilisait, c'était le Valium. Et on a arrêté de l'utiliser parce qu'on disait que c'est des benzodiazépines qui ont trop longue demi-vie, des métabolites qui s'accumulent. Alors, dans les années 80, ce qui était vraiment préconisé, là, quand on regardait les lignes directrices de traitement, c'était d'aller vers d'autres sortes de benzodiazépines, oxazépam, lorazépam, temazépam, à cause de leur mécanisme d'oxydation. J'arrive un peu plus tard, on arrive avec, dans les années 90, tout à coup, on dit « Ah non, il y a trop de pilules pour dormir qui se prescrivent. » Dans le fond, c'est des diagnostics de dépression qui sont sous-évalués. Alors là, il faut traiter maintenant les problèmes d'insomnie avec des antidépresseurs. Comme par hasard, ça correspond avec l'apparition sur le marché d'une nouvelle classe de médicaments, le Prozac, que vous avez peut-être plus entendu parler. Pour ceux qui ne sont pas en pharmacie, c'est toute une famille de médicaments qui arrivaient sur le marché en même temps. Alors, on a déplacé un peu les pilules pour dormir vers ces antidépresseurs. Et dans les années 2000, qu'est-ce qui est arrivé sur le marché? Une nouvelle classe de médicaments, des antipsychotiques, risperidone, kétiapine. Et là, on s'est mis à saupoudrer de la kétiapine sur à peu près tous les profils de médicaments de personnes âgées. Alors, je veux juste attirer votre attention sur les impacts de l'industrie pharmaceutique par rapport aux approches thérapeutiques qui semblent s'imposer à un moment donné avec des modes très variables qui ne tiennent pas compte des besoins du patient. Ces patients-là, bien sûr, ce dont ils auraient besoin, c'est probablement de temps, d'attention. Nous, au Parti québécois, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait 1 heure d'activité motrice du CPE, le centre de petite enfance, jusqu'au CHSLD. Comment se fait-il que nos personnes en CHSLD, la seule activité qu'on fasse, ce soit de les déplacer du lit à leur chaise et de leur chaise à côté de leur lit à la chaise où ils vont manger le midi, puis on les ramène. Alors, il y a plein d'activités toutes simples qu'on peut faire pour les faire bouger, pour stimuler leur capacité. Ces gens-là chantent encore. Moi, je le vois dans des CHSLD de ma circonscription. Ils chantent, sont capables de taper du pied, sont capables de plier les débarbouillettes, sont capables de faire plein de choses et ça fonctionne bien. Pardon. Oups. Alors, c'est bon, ça n'a pas lâché. Vous aviez assuré la transparence dans la relation, donc le gouvernement, l'industrie, les professionnels. Moi, j'ajouterais à ça le rôle des universités. J'ai été plusieurs années au Conseil du médicament et ce que je demandais, et Régis Blais était un de vos conférenciers ce matin, je pense qu'il aurait pu en témoigner, il était là aussi, mais c'était que dès votre formation universitaire, on introduise des cours sur l'importance de comprendre les enjeux. J'ai donné beaucoup de conférences avec des médecins et qui ont été généreux, qui ont accepté de les faire avec moi, mais il y a une dimension qui est complètement évacuée, c'est de sensibiliser les professionnels au coût des mesures qu'ils génèrent. On est dans un système qui a des limites et donc il faut savoir. Et avec les médecins, quand je donnais des conférences, on mettait 2 profils de médicaments pour des indications comparables, mais il y en avait un qui valait 150 $, l'autre valait 75 $. Donc, on ne sensibilisait jamais les médecins au coût des molécules qu'ils prescrivaient. Parfois, on a besoin de la molécule hyper chère, mais parfois non. Et quand on ne nous enseigne pas comme professionnels la différence entre les deux, je pense qu'on manque à un devoir de contrat social, parce que c'est collectivement qu'on a choisi, nous, de payer nos soins médicaux et nos soins pharmaceutiques. Donc, cette dimension-là doit être là. Et l'autre dimension qui doit s'ajouter dans les universités, c'est apprendre, et là, je vous le dis, il faut apprendre à faire évaluer nos pratiques.
Il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Et là-dessus, ben, je suis triste que le ministre ait aboli le commissaire à la santé et au bien-être parce que c'était une de nos sentinelles sur l'ensemble du système de santé, sentinelle qui aurait pu aussi scruter des pratiques plus spécifiques. Madame Lamarre, il reste combien? Si vous permettez, juste conclure. Excellent. Merci. Alors, je vais aller plus rapidement. Donc, une chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est les guides en antibiothérapie avec l'INES. Et ça, je pense que c'est un modèle très intéressant parce que ça a eu un impact. Ils ont été mis à jour et les gens ont des lignes directrices très claires sur qu'est-ce qu'ils doivent investiguer, quels sont les choix thérapeutiques. Par contre, il faut savoir que ces lignes-là, elles doivent inclure aussi quand ne pas traiter et non pas seulement quand traiter. Mais l'autre dimension qui est plus difficile, c'est quand on arrive dans des troubles anxieux, dans des maladies qui touchent la santé mentale. C'est pas aussi clair d'avoir une ligne directrice en disant premier choix, tel médicament pour 7 jours, puis deuxième choix, puis alternative, c'est allergie. Ça fonctionne pas comme ça en santé mentale. Alors, on a besoin d'autres façons et pour moi, ces autres façons-là, ce sont vraiment, c'est le travail d'équipe. Je vais maintenant faire très attention parce qu'on parle beaucoup de l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, c'est votre thème. Je vais avoir le temps d'y revenir probablement, mais juste vous dire attention parce que dans l'interdisciplinarité, on préconise aussi des modèles d'affaires. Et certains modèles d'affaires en interdisciplinarité sont des modèles pyramidaux où un professionnel reçoit toujours une cote de tout ce que les autres font. Alors, quand le modèle d'interdisciplinarité qu'on aura généré sera un réel modèle où l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire la nutritionniste, la psychologue, le travailleur social, l'infirmière et le médecin, auront tous accès à ce qui revient s'il y a une acquisition, un acquis des objectifs et des cibles thérapeutiques, que ce soit au niveau par exemple, de cibles, on va préconiser l'arrêt du tabagisme et on réussit ensemble à faire en sorte que les gens du territoire où on habite ont diminué leur tabagisme, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui doit toucher ça et non pas juste un des partenaires. Merci. Alors, j'aurai l'occasion de vous reparler des autres sujets. Mais je voulais donc l'interdisciplinarité rapide et donc inclure des cours dans le curriculum des facultés de la santé sur la surmédicalisation, sur le surtraitement, sur l'importance d'accepter des processus d'évaluation des pratiques et des mesures d'impact des politiques de santé. Merci. Merci. Monsieur le ministre, à vous la parole. Alors, merci Jennifer, Diane, Amir, vous tous et toutes. Alors, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour une raison fondamentale. Vous êtes non pas le Québec de demain, vous êtes le Québec d'aujourd'hui. Et c'est vous qui allez prendre notre relais, bientôt. Et c'est vous qui allez avoir à faire face aux vrais enjeux dont on discute aujourd'hui, selon différents angles, des angles avec lesquels on n'est pas nécessairement ici devant vous tous d'accord. Mais il y a une chose qui est certaine, et on est tous d'accord là-dessus, j'en suis convaincu, le système de santé dans lequel nous œuvrons et dans lequel vous allez bientôt œuvrer, et certains d'entre vous avez déjà œuvré, est un système qui est d'une certaine complexité, certains diraient d'une grande complexité, mais il y a une chose qui est claire, c'est un système qui a ses contraintes, et sa contrainte principale est celui, évidemment, du financement, dans un système, le système canadien, qui est un des seuls systèmes à payeur unique qui existe pour sa propre société au monde. Mettons les choses en perspective. Contrairement à ce que bien des gens disent, la dispensation des soins et services sociaux au Québec et au Canada, là, je mets tout le Canada, lorsque je parle du Québec, dans le même panier, on a une contrainte qui est celle du tout au public, ce qui est une bonne chose. Je suis pour ça. Et notre gouvernement est pour ça. Et on veut que ça soit maintenu. Maintenant, aujourd'hui, vous avez choisi comme thème la surmédicalisation avec ces thèmes corollaires que sont le surtraitement, le surdiagnostic et ainsi de suite. Le système de santé est une entité qu'on doit approcher de la façon la plus holistique possible. Et quand on dit holistique, ça signifie que, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs éléments dans le système de santé, bien, à un moment donné, il faut s'y adresser de façon concurrente. Et quand je dis concurrente, je veux dire non pas de façon compétitive, mais de façon simultanée et coordonnée. L'essence de la réforme que notre gouvernement a mise en place
est un effort d'amélioration des secteurs pris individuellement qui étaient défavorisés, dans lesquels il n'y avait pas suffisamment d'investissement, mais à l'intérieur d'une globalité qui est celle de la contrainte budgétaire. On a beau, et vous avez beau recevoir des messages de différents commentateurs, mais c'est parce que les messages que vous allez recevoir, incluant des politiciens, ce sont des messages ponctuels. Alors, de dire c'est la rémunération des médecins, c'est ceci, c'est cela, bien, c'est parce qu'on ne peut pas les prendre individuellement. On ne peut les prendre que collectivement. Et l'enjeu auquel on a fait face récemment était de faire en sorte que pour la première fois, les secteurs d'activité qui existent dans le système de santé, je vais vous en nommer quelques-uns. Les CHSLD, le maintien à domicile, la santé mentale, les centres jeunesse, la réadaptation, l'alimentation, l'activité en CHSLD, j'en passe, les listes d'attente, l'accès à la première ligne, l'accès aux examens diagnostiques, l'investigation, les endoscopies, et ainsi de suite. J'ai agi sur une douzaine de secteurs qui avaient besoin qu'on s'y adresse, de façon à ce que l'entité elle-même fonctionne d'une façon optimale à l'intérieur du budget qui nous est consenti, budget qui vient de vos impôts, vos taxes. Parce que le budget que l'on a, il n'est pas infini. Je sais que c'est plate d'entendre parler de budget, mais c'est incontournable. Nous avons une contrainte au Canada qui est de deux ordres. Le premier ordre, il est celui de la loi canadienne sur la santé, qui fait en sorte que les services requis doivent être couverts par un système de santé. La deuxième contrainte est évidemment que nous avons un budget qui est limité conséquemment. D'où la nécessité d'agir. D'où l'importance de votre thème. L'enjeu principal pour moi aujourd'hui est de faire en sorte que, ensemble, vous, moi, tout le monde, on puisse travailler d'une façon collaborative, de façon à ce que les meilleures décisions soient prises à partir du besoin du patient, du citoyen. C'est de là qu'il faut partir. Il faut commencer par identifier quel est le besoin, ce sera vos rôles dans vos pratiques éventuellement, et ensuite d'identifier le plus possible par des données probantes, il n'y a pas de données probantes dans tout, mais dans la mesure où ces données probantes-là existent, que chacun des professionnels du système de santé qui a un rôle à jouer et qui auront des rôles additionnels à jouer puissent prendre des décisions, ou plutôt je dirais, doivent prendre des décisions basées sur la pertinence et le coût. Parce que ce que nous faisons avec efficacité génère des marges de manœuvre pour faire d'autres choses à l'intérieur de la contrainte globale qui est la contrainte budgétaire du gouvernement. La réalité est que cette année, par exemple, quand on a choisi pour la première fois de l'histoire du Canada, pas du Québec, du Canada, de couvrir les soins de psychothérapie en santé mentale, c'est parce qu'on a posé des gestes qui nous permettaient de le faire, à commencer par, évidemment, équilibrer les finances de l'État. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et on le fait parce qu'on y croit, parce qu'on veut que ce soit récurrent, parce que l'on souhaite que ce programme-là aille en croissant. C'est pour ça qu'on a fait ça. Mais ces décisions-là, elles ne sont pas simples, mais elles exigent qu'en quelque part, ensemble, on puisse prendre des décisions qui soient basées sur des données probantes et utilisent, puis ce n'est pas un mot méchant, utiliser les compétences de tous les professionnels de la santé. Le vrai enjeu qui est devant nous, là, c'est de faire en sorte qu'il y ait une collaboration de plus en plus grande et faire en sorte que chacun des professionnels dans le système de santé puisse jouer son rôle adéquatement et à pleine capacité. Dans notre mandat, j'ai intervenu à plusieurs reprises auprès du Collège des médecins de façon à ce qu'il y ait des discussions ouvertes avec les autres ordres professionnels pour ouvrir les champs de pratique. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est passé avec les pharmaciens, ça se passe et ça continue avec les infirmières. Les travaux sont presque à terme avec les optométristes, les physiothérapeutes, les diététistes et ainsi de suite. Ce n'est pas des théories, ce sont des travaux qui arrivent à destination au moment où on se parle. En fait, pour bien des professions, des décisions finales sont actuellement sur la table à l'Office des professions. C'est la condition essentielle pour faire en sorte que notre système de santé public, qui nous est cher, je le pense, puisse survivre, que tout le monde joue son rôle. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, dans la réforme que l'on fait,
on souhaite et on met des contraintes telles que les professionnels aient à travailler ensemble, notamment dans les groupes de médecine de famille. Vous savez, quand le système de santé a été mis en place, le rêve non réussi des CLSC était d'avoir des équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble. Ce rêve-là est en train de se réaliser aujourd'hui par la fameuse loi 20 qui a mis des contraintes telles que les médecins ont l'obligation, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, d'arriver à leurs objectifs sans travailler en collaboration avec les autres professionnels de la santé. C'est la raison pour laquelle c'est nous, l'État, qui les finançons, ces professionnels-là. C'est vers ça que le modèle s'en va. Il n'est pas arrivé complètement à la destination, mais la philosophie qui est derrière est cette philosophie-là. Faire en sorte que chaque professionnel puisse jouer son rôle pleinement à l'intérieur des contraintes budgétaires que l'on a. Vous aurez à prendre ce genre de décision-là et à œuvrer là-dedans dans vos carrières. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Ceci dit, l'objet de la surmédicalisation est le prochain objet. Et la surmédicalisation est un thème de réflexion qui amène automatiquement à la réflexion et à la structuration, c'est pas un mot en français, de la qualité de la pratique, des soins que l'on donne. Commencer à partir du besoin du patient, s'assurer que le bon professionnel donne les services dans un environnement convivial et accessible, à l'intérieur de coûts qu'on est capable de supporter à long terme et au bout de la ligne, avec une qualité que nous allons mesurer. L'ère dans laquelle nous entrons aujourd'hui par la réforme que nous mettons en place, c'est une ère d'interdisciplinarité, de collaboration et de mesure de qualité. Et si vous pensez que la mesure, on n'y échappera, c'est impossible. Il est impossible d'avoir un système de santé publique qui va être maintenu tel que nous le connaissons sans qu'il y ait de la mesure pas simplement du coût du service, mais de la qualité basée sur des mesures objectives qui est livrée à la population. C'est à ça qu'on fait face. On va vous demander de conclure. Alors, en conclusion, vous entrez dans une époque, vous tous et toutes, là. Puis je suis content que vous soyez ici aujourd'hui représentant la plupart des secteurs de la santé et des services sociaux. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'ensemble, vous soyez dans cette pièce à vous intéresser à cette problématique-là, parce que c'est vous qui allez participer à la solution au bénéfice des citoyennes et des citoyens du Québec. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous allons enchaîner avec la période des questions. Donc, la première tranche, qui est une période de 30 minutes avec des questions préparées d'avance. Donc, les députés n'ont pas eu accès à ces questions-là, mais elles ont été préparées d'avance par le comité organisateur. Donc, on va y aller dans l'ordre des allocutions. Donc, on va commencer pour cette première tournée, pour cette première question-là, par le docteur Kadir, ensuite Mme Lamarre, et pour finir avec le ministre. Vous avez chacun 2 minutes pour répondre à la question. Et puis, le droit de réplique va être accordé par la suite là, à notre signal comme tel. Donc, la première question, c'est au sujet de l'axe système de santé qui fait partie, dans le fond, de notre cahier de charges. Et le volet, donc, c'est le volet incitatif, structurel, légaux et financier. Donc, la première question s'adresse ainsi. Sachant que les conséquences économiques de la surmédicalisation sont nombreuses et importantes comme telles au sein de notre système de santé et de services sociaux, en termes notamment de ressources humaines, technologiques, matérielles, etc., que propose votre parti pour freiner la médecine défensive, ou ce qu'on appelle les adeptes du Total Body Scan, hein, qui est très populaire chez nos voisins du Sud, et qui est principalement l'effet d'un système de santé qui est très judiciarisé. Alors, voici la question, donc, M. Kadir. C'est un grave problème de culture médicale. La culture médicale en Amérique du Nord, y compris le Québec, est largement influencée par la culture médicale américaine, beaucoup plus que influencée par l'Europe, par exemple, ou le reste du monde, de sorte que les pratiques qui s'installent aux États-Unis. Je prends juste par exemple dans l'utilisation des antibiotiques dans des contextes d'urgence. D'accord? Le guide que peut-être quelques-uns d'entre vous sont familiers, le guide Sanford,
que nous utilisons, nous, ici, parce que les compagnies pharmaceutiques nous le refilent gratuitement. Et c'est très bien fait, d'ailleurs, c'est très, très, très bien structuré, très bien fait. Mais les recommandations d'usage des antibiotiques sont des recommandations basées sur la pratique de médecine défensive aux États-Unis, du no-fault absolu ou du fait qu'on connaît toujours cette image un peu caricaturale des avocats qui attendent à la sortie des hôpitaux pour proposer à des patients qui viennent d'avoir leur congé de voir avec eux quel type de poursuite ils pourraient loger. Bon, je crois que ça doit être exagéré, mais ça a dû quand même être arrivé pour qu'on en soit là. Heureusement, avec le système canadien et l'Association canadienne de protection médicale, il y a toute une série d'initiatives pour prévenir ça, mais je pense qu'il y a une réflexion nécessaire chez les médecins, comme d'autres praticiens de la santé, d'être au moins conscients de ce biais introduit par le fait que l'ensemble de nos pratiques médicales sont calquées sur les États-Unis, sans tenir compte qu'aux États-Unis, cette pratique médicale défensive vient du fait qu'il y a ce système de recours judiciaire, de judiciarisation. Donc, il faut un recul. Donc, quand moi, je vois parfois mes collègues, dès l'entrée d'un patient dans une situation critique, prescrire les 5 antibiotiques qui couvrent l'ensemble des spectres des microbiens sans prendre un certain recul par rapport au fait que si c'est dans le Sanford, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la meilleure pratique. Donc, il y a un examen à faire. On a besoin de nos propres guidelines. On a besoin de mettre à contribution nos propres compétences pour avoir nos propres directives basées sur les meilleurs choix. Merci, Dr. Kadir. Madame Amar? Alors, je vais vous parler des pairs cliniques crédibles. Le ministre a fait référence à la loi 20. La loi 20, elle a été perçue comme une coercition importante à l'endroit des médecins, en particulier du côté des médecins de famille. Ce qu'on avait analysé, nous, c'était vraiment que pour changer les comportements professionnels, ce qu'il fallait plutôt, c'est récupérer, regrouper un certain nombre de pairs, donc des médecins, si vous êtes des médecins, des infirmières, si vous êtes des infirmières, et qu'ensemble, tout le monde ait déterminé les bonnes lignes de traitement, mais qu'après ça, ce soit ces pairs-là qui interviennent auprès du groupe de professionnels pour dire, écoute, es-tu conscient que ton profil de prescription d'antibiotiques dévie de façon significative par rapport à la moyenne des gens de ton territoire ou de ton hôpital? Et donc, ça, c'était une façon dynamique d'amener des modifications de comportement chez des praticiens. Et je pense que c'est une façon positive. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir les cercles de qualité en Suisse, où on a fait ça avec des collaborations médecins-pharmaciens. On donnait une mise à jour des données cliniques, des nouvelles thérapies, la place judicieuse, par exemple, des nouveaux anti-inflammatoires ou des IPP dans une thérapie, des médicaments qui coûtent énormément dans le système de santé. Et on disait aux gens, regardez les lignes directrices, l'indication la plus appropriée, ces médicaments devraient être réservés dans telles conditions. Des tests de laboratoire devraient être réservés dans telles conditions plus exceptionnelles. Et là, après, de façon anonyme, on affichait le profil par clinicien de comment lui avait prescrit ou avait servi les médicaments ou les tests de laboratoire. Alors, la personne se revoyait, puis elle disait « Oups, je suis vraiment décalée par rapport aux normes et par rapport à la moyenne. » Parce que tout le monde se dit toujours « Moi, j'ai des patients exceptionnels. » On peut avoir 4 ou 5 patients exceptionnels, on ne peut pas avoir 80% de nos patients qui sont exceptionnels. Alors, c'est une façon, je pense, positive d'amener quelque chose qui donne un impact et ont eu vraiment des impacts sur les meilleurs choix de traitement, mais également des impacts sur le coût. Et on avait mis ça, en fait, dans la politique du médicament qu'on a travaillé avec M. Couillard à l'époque où il était ministre de la Santé, ainsi que la révision de la médication. La révision de la médication qui est un autre impact, une autre mesure qui contribue beaucoup, qu'on peut faire en équipe aussi, et qui n'ont jamais vu le jour. Donc, c'est important. L'autre dimension dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le patient collaborateur. Alors moi, je pense qu'il va falloir éventuellement donner accès aux patients au DSQ, au Dossier Santé Québec, qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'il y a eu comme analyse de laboratoire, qu'est-ce qu'il y a eu comme imagerie, qu'est-ce qu'il y a eu comme médicament. Et on devrait également refaire ce qui a déjà été fait il y a quelques années, c'est envoyer un échantillonnage de facturation
combien votre hospitalisation a-t-elle coûté, quels sont les examens que vous avez subis et comment ils ont été facturés. Parce qu'on entend beaucoup, c'est Merci, Madame duplication. Lamarre, Alors là, pour cette réponse-là. il y aurait Merci. des indicateurs là-dessus. Merci beaucoup. Donc, toujours sur la même question, donc, que propose votre parti pour freiner la médecine défensive? On écoute le ministre qui aura 3 minutes là, pour répondre. Oui, c'est ça, puisque j'ai mon droit de réplique. Alors, simplement pour peut-être vous informer que l'accès aux patients pour sa donnée, ça a déjà été annoncé. Alors, c'est le carnet Santé Québec. L'annonce, elle a été faite. C'est en train d'être en place. Alors, pour nous, au gouvernement, on pense que, oui, le patient doit être un partenaire, et pour être un partenaire, il doit avoir accès à cette donnée. Non seulement accès à cette donnée, et ça, c'est en train d'être mis en place, c'est pas une annonce qu'on a à faire, mais en plus, avoir accès à de la documentation qui va lui permettre de comprendre sa maladie. C'est la raison pour laquelle nous allons y joindre une encyclopédie. Si vous allez, vous, dans les grands sites des grandes associations américaines, l'Association du diabète et ainsi de suite, vous avez des encyclopédies de vulgarisation du diabète, par exemple, et des traitements. Nous allons rendre ça disponible à la population. Juste pour un commentaire sur ce que disait mon collègue Amir, moi, quand j'ai fait mon entraînement aux États-Unis, je faisais des consentements, là, on appelait ça comme ça, consent, avec des avocats l'autre bord de la civière ou du lit. C'est vrai que le système américain n'est pas le même système que chez nous, mais c'est pas vrai qu'on le copie comme ça. La loi 130 qu'on a mise en place, c'est une loi qui a certaines contraintes, et la contrainte qui est souhaitée par la loi 130 est de faire en sorte qu'il y ait, entre autres, des attendus, des livrables. Et un des livrables est celui de la qualité qui est mesurable et vérifiable par le respect de guides de pratique. À la question précise qui a été posée, les Total Body Scans, qui est littéralement de la malpractice, pour moi, c'est totalement inapproprié de faire ça chez quelqu'un qui n'a aucun symptôme, uniquement pour trouver au hasard quelque chose qui va justifier théoriquement des surinvestigations. Ça n'a pas d'allure de faire ça. Tout comme il y a eu une compagnie, il y a une couple d'années, qui voulait venir faire des échographies de dépistage de tout le monde à 22 ans. Ça n'a pas d'allure de faire ça. Alors, à un moment donné, il faut mettre un certain nombre de contraintes, mais les contraintes amènent à quoi? À une collaboration. Il faut qu'ensemble, on s'entende sur les contraintes et qu'ensemble, on accepte de les appliquer. Il faut les appliquer, les mesurer. C'est à ça que vous allez avoir à participer. Vous allez devoir participer à l'établissement de ce que sont les données probantes et ce que ça donne comme règle, et après, le financement vient avec. C'est pour ça que j'ai dit dans mon introduction, vous allez être des partenaires incontournables de la décision qui doit être le reflet des données probantes. C'est l'univers dans lequel vous entrez. Parfait. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, tel qu'il a été mentionné là, par le professeur Régis Blais ce matin, dans sa présentation, à cause de son médicalisation, on peut retrouver de manière concomitante la sous-utilisation des soins, parce que les ressources qui sont occupées par des soins non nécessaires, évidemment, ne sont pas consacrées à des soins qui sont nécessaires pour d'autres personnes. Donc, on a des laissés pour compte dans cette histoire-là. Donc, d'après vous, et quelle est la vision de votre parti sur les soins qu'on devrait couper en priorité et quelles ressources on devrait bonifier avec ces ressources-là qu'on sauverait dans cette situation-là? Alors, c'est certain qu'on a vu qu'il y avait différentes façons. Tantôt, j'ai évoqué pour, entre autres, sur la sous-utilisation. Et Régis Blais, on a siégé pendant presque 10 ans ensemble sur le Conseil du médicament. Donc, je sais que les enjeux de santé publique, du recours aux mesures non pharmacologiques avant de recourir aux médicaments, j'adhère totalement à ça. Et effectivement, parfois, on voit des gens qui font des efforts pour changer certaines de leurs habitudes alimentaires, par exemple, puis qui ne coupent pas sur les bons aliments. On voit des gens qui vont se priver d'avoir accès à certains médicaments importants et qui vont plutôt consommer leurs médicaments pour dormir. OK? Ça, ils vont les renouveler régulièrement. Donc, il y a des enjeux importants là-dessus. La rémunération est un élément déterminant du côté des médecins et du côté des professionnels. Alors, c'est sûr que où il faut mettre plus d'argent, c'est dans le soutien au niveau de la santé mentale.
au niveau des soins psychosociaux. Donc, nous, on veut vraiment soutenir davantage le financement en santé mentale, donner plus d'autonomie aux psychologues, aux travailleurs sociaux. Tantôt, le ministre parlait qu'il avait donné plus d'autonomie à certains professionnels. On en a vu pour les physiothérapeutes, les psychologues, les IPS, mais c'est toujours avec un relais aux médecins de famille. Et ça multiplie. Pardon? Mais ça multiplie vraiment inutilement le recours aux médecins. Le médecin devrait être en ressources. 95% des cas, les professionnels, les autres professionnels sont capables de bien gérer la situation. Il peut y avoir un suivi écrit, mais l'obligation de repasser par le médecin, elle est problématique parce qu'elle surcharge et elle retarde la fluidité du système. Alors, il faut travailler davantage là-dessus. Pour les médecins, il est certain que le principe des enveloppes globales fermées où les fédérations n'ont pas une directe imputabilité sur l'évolution des soins, la priorisation des nouveaux besoins des patients, c'est un enjeu. On l'a vu avec les primes jaquettes, avec les primes assiduité. En pharmacie, la rémunération centrée sur les médicaments, je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler sur les actes cognitifs comme la révision de la médication, par exemple, à domicile, à la pharmacie et après les hospitalisations. Donc, Monsieur le ministre. Alors, je vais revenir à l'essence de la question. Quels sont les services qu'on doit couper en priorité? Ça m'amuse beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on a un débat sur le système de santé, quelqu'un va dire qu'il faut utiliser judicieusement les soins et les services dans le réseau, mais il ne va jamais lui-même ou elle-même identifier les choses à couper. On nous laisse ça à nous. Alors ça m'amuse toujours beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on me propose les services qu'on souhaite couper. Ça serait intéressant d'en débattre. Maintenant, je vais vous soumettre la chose suivante. Est-ce que vraiment la transformation du système de santé que l'on souhaite tous et toutes doit passer par une compétition entre les professionnels ou une collaboration? Je refuse de tenir un discours de compétition. Par contre, c'est la prérogative et le rôle d'un gouvernement, c'est là où les décisions ultimes se prennent. C'est le rôle du gouvernement et sa prérogative d'avoir une influence sur certaines décisions qui doivent être basées sur, encore une fois, des données probantes. Parmi les données probantes, puisque ma collègue s'y est attardée, il y a la question de la rémunération des médecins. Mais regardez, là, il y a une étude qui est sortie il y a 2 semaines, en même temps que l'autre, qui a été faite ici à l'Université de Montréal en collaboration avec le Centre de recherche du CHUM, sur l'analyse des systèmes de rémunération, les modes. Il n'y en a pas un qui est idéal, ça n'existe pas. 30 Chaque secondes. mode de rémunération a ses travers. Chacun de ces modes de rémunération a ses travers. Donc, il n'y en a pas de parfait. Et la question est de faire en sorte qu'on puisse adapter les modes de rémunération en fonction des besoins des citoyens. Et ça, ce n'est pas une chose si simple à faire que ça en a l'air. Merci, Monsieur le ministre. On passe au Dr Cadieux. Commençons par ça, parce qu'il était question d'allocation des ressources. Au cours des 25 dernières années, les 2 composantes inflationnistes du coût de santé, ça n'a pas été le nombre de lits dans les hôpitaux, ça n'a pas été le coût du personnel infirmier ou du personnel paramédical, ça n'a même pas été le coût des médicaments, ça a été le coût des équipements. Ça a été d'abord, entre fin des années 2000 et milieu des années 2010, le coût des médicaments, puis ensuite le coût des médecins, de la rémunération des médecins. Monsieur le ministre a raison, il n'y a pas de mode de rémunération parfaite. C'est pour ça que nous avons fait une proposition jeudi dernier, Québec solidaire, pour une refonte globale du mode de rémunération pour un mode de rémunération mixte. Ce qui est un travers d'un des modes, on le corrige en introduisant un autre mode complémentaire, en combinant des modes pour diminuer la part de la rémunération à l'acte et ajouter d'autres éléments de suivi, de capitation. Pourquoi? Il faut faire ça parce qu'il faut prendre ces ressources-là, les allouer ailleurs, et j'espère que le ministre, dans son prochain budget, va militer en faveur de ça. On a besoin de renforcer la première ligne, parce que c'est la première ligne, surtout les CLSC, où œuvrent d'autres personnes que des médecins, d'autres professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, infirmières spécialisées ou autres, pour la prise en charge populationnelle de types de patients qui sont les principaux utilisateurs actuellement du système. Vous savez que c'est les patients plus âgés, aux prises avec des problèmes métaboliques, diabète, hypertension,
surpoids, etc., qui sont les plus grands consommateurs. Donc, si on a une première ligne forte qui permet une prise en charge, donc l'application d'une médecine préventive, on se ramassera avec moins d'utilisation des ressources en aval parce qu'on aura identifié des problèmes moins disons, aggravés en amont. Et troisième élément, comme je l'ai dit pour compléter mon intervention du début, l'assurance universelle, c'est-à-dire la prise en charge universelle de la psychothérapie. D'accord? Les psychothérapeutes n'ont pas besoin d'être consultés après avoir consulté un médecin. Il faut avoir un accès direct à la psychothérapie couvert par le régime d'assurance le régime d'assurance maladie. Et devinez quoi? Ça pourrait être à coût nul. Je termine là-dessus, ça pourrait être à coût nul parce qu'actuellement, ces patients-là vont dans des cabinets de médecins et occasionnent des coûts supplémentaires. Le médecin généraliste, on le paye environ 100 $ de l'heure actuellement dans le système, même un peu plus. Alors qu'un meilleur traitement pourrait être obtenu auprès d'un psychothérapeute très bien formé à sans doute 70, 80 $ de l'heure. Merci. Merci, M. Kadir. Donc, on passe la parole à M. Barrette pour un droit de réplique. Donc, 1 minute. En fait, juste en 1 minute, puisqu'on est dans un environnement d'abord et avant tout académique ici, alors je vais simplement préciser certaines données qui sont véhiculées dans les médias. La rémunération mixte existe. C'est le mode de rémunération de près de 60% des médecins spécialistes au Québec. Mon collègue ici à ma gauche est payé sous ce mode-là. Et lorsqu'il pratique, et en médecine de famille, il est introduit au moment où on se parle, le mode de rémunération mixte. Et il faut prendre en considération les paiements forfaitaires qui sont dépendants de la lourdeur du patient, qui est une forme de capitation. Alors, la réalité, c'est que ce mode-là mixte est extrêmement étendu, mais pas exclusif dans le réseau actuellement. Donc, vous pouvez conclure pour un 15 secondes, si vous voulez. Bien, simplement pour vous mettre en perspective, il y a beaucoup de débats, puis là, mon collègue y a acquiescé, il n'y a pas de mode idéal, il y a des modes qu'on doit adapter, on est d'accord avec ça, mais de penser que la solution est dans l'abolition de tel mode, c'est un peu la pensée magique. C'est qu'actuellement, le paiement à l'acte, c'est quand même 80% de l'enveloppe. Il faut en réduire la part pour plus de suivi. Dans la fameuse étude qui est sortie récemment, il y avait un tableau qui démontrait clairement le contraire. Je m'excuse, on a juste un droit de réplique par question. Moi, je n'avais pas eu le mien. Est-ce que je peux le prendre 2 secondes? C'est justement parce que les mesures de rémunération ont été démontrées non performantes actuellement, créant des désincitatifs à la productivité, qu'il ne faut pas signer des contrats qui lient pour 10 ans les Québécois. Et vous avez voté contre la loi 20 qui favorise la productivité. Nous allons nous arrêter là. Si c'est possible, on va passer à la prochaine question. Il est toujours pertinent de faire les liens avec la surmédicalisation quand on parle des différents sujets là, qui nous concernent cet après-midi. La troisième question est la suivante. Donc, l'examen annuel pour les personnes en bonne santé est considéré comme étant peu utile et peu nécessaire. Hein. Donc, certaines des récentes modifications à la grille tarifaire des médecins omnipraticiens avaient pour but notamment de défaire cette routine d'examen annuel pour les patients ne représentant pas de nouveaux éléments cliniques dans le tableau clinique en général. Donc, par la diminution des tarifs associés à cette pratique. Suffirait-il de réduire la pression du marché pour que la situation se normalise dans ce sens? Et pour aller un peu plus loin encore, qu'est-ce que votre parti propose pour éviter la surmédicalisation en première ligne? Et comment comptez-vous développer le rôle de la santé publique et du volet promotion-prévention qui, on n'a pas à se le cacher, est probablement l'enfant pauvre du système de santé et services sociaux? Donc, la première parole va être au ministre comme tel. Oui. Question très tendancieuse quand même. Oui, mais c'est pas grave. C'est une question qui est peut-être tendancieuse à ta lecture, Amir, mais qui est quand même pertinente. Elle est très pertinente parce qu'elle s'adresse à une situation qui englobe tout ce dont on parle depuis le début de ce panel. Alors, la pertinence des actes. La visite annuelle chez une personne qui a 25 ans, là, ça c'est vous autres, là. À moins que vous ayez un problème de santé ou à moins que vous soyez, que vous consommiez certains médicaments pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas sa raison d'être. Alors, la maladie, elle est ce qu'elle est. En général, elle se présente avec des symptômes. Bon.
L'examen annuel tel qu'il se pratiquait dans le passé, c'était démontré dans la littérature, la valeur ajoutée de ça n'existe pas. D'où la nécessité pour le corps médical, en collaboration avec le gouvernement, et dans le cas présent, c'est sous la pression du gouvernement, de revoir ce qu'on appelle la nomenclature, c'est-à-dire la liste des éléments qui sont payables. Et là, certains vont dire après moi qu'on devrait donner aux médecins un salaire. Bien, le salaire, comme je vous ai dit tantôt, là, il y a des travers lui aussi. Le salaire ne peut pas fonctionner comme tel auquel il n'est pas attaché une description d'un volume d'activité, de tâches, et ainsi de suite. C'est pas simple. Mais la révision de la nomenclature, c'est-à-dire ce qui est reconnu comme étant valable, utile et payable, mais c'est quelque chose à laquelle on s'est adressé il y a maintenant presque 3 ans et qui est mis en application et à propos duquel on voit déjà des changements. Comment les changements? Bien, quand on arrête de remplir sa cédule pendant 1 an de temps de patients soit normaux, soit qui ont un diagnostic simple comme de l'hypertension, qui est le plus courant des diagnostics au Québec, qui peut être suivi par une infirmière, et que l'infirmière fait le suivi plutôt que le médecin, ça permet au médecin de voir d'autres mondes, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, entre autres, il y a 1,1 million de personnes qui ont accès à un médecin de famille et qui le voient. Et ça demande à ce que quelqu'un, à un moment donné, impose une contrainte. L'examen annuel, là, ça a été aboli, pas à cause du gouvernement, mais aussi parce que le gouvernement a fait des pressions sur les ordres professionnels pour changer ça, incluant les syndicats. On doit faire ça à la grandeur du système, mais avec certaines limitations. Est-ce qu'il me reste 15 secondes? Oui. Alors, la limitation, elle est très simple. Vous, les professionnels, quand vous allez en pratique, vous allez être confrontés à une décision. Le patient a mal dans le dos, on lui demande une résonance magnétique ou un scan, comme mon collègue l'a pris comme exemple tantôt. Bien, la fois où vous allez avoir raté une métastase, pour toutes sortes de raisons, vous allez avoir un certain sentiment de culpabilité. La donnée probante permet de résoudre ce dilemme-là à la source étant le professionnel. C'est pas si simple que ça, mais ça passe, encore une fois, par des gestes basés sur le besoin du patient et appliqués sur la base de données probantes. C'est ce sur quoi on travaille. Je vais juste me permettre de demander au ministre de préciser, dans le fond, comment comptez-vous développer le rôle de la santé publique et du volet de promotion de la santé et prévention? Alors ça, notre gouvernement a agi là-dedans. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 semaine, on a annoncé notre politique gouvernementale en prévention en santé. La prévention, ce n'est pas une question purement médicale et certainement pas majoritairement médicale. La prévention, c'est un ensemble de choses qui va de la rue à l'école, à l'université, au travail, oui, en médecine, chez les autres professionnels. La prévention, là, comme moi je décris ça comme ça, c'est un état d'esprit sociétal. Une parenthèse, vous savez, la chose qui a eu le plus d'impact sur le tabagisme, c'est pas les médecins, c'est pas les pharmaciens, c'est pas n'importe quel autre professionnel, c'est des campagnes de publicité qui ont fait en sorte que vous êtes la génération qui aujourd'hui avait le plus bas taux de tabagisme de l'histoire du Québec. Le tabagisme est un état d'esprit sociétal qui doit être encouragé, oui, par des mesures, mais elles sont multiples et elles touchent plusieurs secteurs. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on va demander à Dr Amir Kadir de répondre à la question initiale. Merci. Actuellement, moins de 1% du budget de la santé est consacré à la prévention. Je pense que c'est même beaucoup moins que 1%. Les chiffres exacts m'échappent. Ensuite, ce faible pourcentage a été amputé du tiers lors des derniers budgets là, des années passées en raison de l'austérité, des règles d'austérité budgétaire. Je ne veux pas accabler mon collègue, ça ne relève pas uniquement de lui. Là, je veux être bien précis. On ne peut pas reprocher à Gaétan Barrette le néolibéralisme, les règles d'austérité budgétaire, toute cette idéologie du marché qui s'est imposée au Québec, au Canada, partout dans le monde depuis 30 ans. Il ne peut pas porter seul ça. Non, mais c'est une réalité. Ça a commencé d'ailleurs avec un gouvernement du Parti québécois, et même le Parti québécois n'est pas à blâmer. C'est vraiment un virage très malheureux qui explique un tas de nos problèmes démocratiques et civilisationnels aujourd'hui, que ce soit notre inaction sur le changement climatique, que ce soit la montée de la droite. C'est dû au fait qu'on a fragilisé nos démocraties à cause de ces règles de marché qui ont pris le contrôle. Donc, ce n'est pas la faute de Gaétan Barrette. Maintenant, il peut quand même essayer de corriger, puisque c'est une année électorale. On va juste continuer sur la question, s'il vous plaît. C'est ça, merci. Mais c'est parce qu'il faut réinvestir massivement en santé publique. Là. Ces campagnes-là, ce qu'il a mentionné, par exemple, les campagnes antitabagiques, c'était avant les coupes, d'accord? Il faut donc réinvestir massivement. Québec solidaire s'est engagé depuis déjà nos débuts. Puis ça, c'était notre présentation, je me rappelle, en mars 2006 à l'Assemblée nationale avec Françoise David.
5%. Il faut viser 5% minimum des dépenses en santé, juste pour améliorer les choses, pour sortir de notre marasme en santé publique. 5% doit être consacré à la médecine préventive. Et ça ne se fait pas dans un cabinet de médecin, ça ne se fait pas dans les GMF, ça se fait dans des cliniques interdisciplinaires, multidisciplinaires comme les CLSC, et ça se fait surtout à travers des programmes nationaux. Donc, il faut investir massivement en santé publique. Merci, Dr. Voilà, Kadir. je manque de souffle pour le dire, mais je pense là-dessus, on est même d'accord. Il faut juste arrimer les moyens. Merci, Dr. Kadir. La réplique au ministre. J'aimerais que vous tourniez en boucle ce moment historique où Amir a été d'accord avec moi. C'est en boucle, s'il vous plaît, Twitter, Instagram. J'ai pris ta défense. Donc, si le ministre n'a pas d'autres éléments à répliquer, on va passer au point de vue de Mme Lamarre sur le sujet et la réplique également à Dr. Kadir. Merci. Effectivement, le ministre peut le nier, mais il a quand même coupé de 30% les budgets en santé publique à son arrivée. Pour d'autres priorités, c'est à lui de le justifier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre vision, vous savez, moi je suis dans une circonscription, Longueuil, qui n'est pas considérée comme une des zones les plus pauvres du Québec. Pourtant, on a plusieurs écoles où on a identifié des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents cuisiner un repas. Ils n'ont jamais vu quelqu'un, on commande de la pizza, on ramasse du McDo, on fait quelque chose, on achète du tout cuit. Ils n'ont jamais. Alors, en santé publique, on introduit les vendredis après-midi des ateliers de cuisine collective où les enfants cuisinent. Ça fait partie de la formation. Et quand on parle d'activités qui doivent s'introduire dès le CPE, donc pourquoi les CPE plutôt que les garderies privées? Vous allez voir, la CAQ n'est pas ici, mais clairement, ils ont pris position pour les garderies privées par rapport à un CPE. Mais un centre de la petite enfance a des éducatrices spécialisées et ça fait partie de l'éducation qu'on donne aux enfants, de manger, de préparer leur repas, de jardiner. Ils ont des jardins dans leur cours, de savoir d'où vient une tomate, que la tomate, elle ne vient pas de l'épicerie, elle ne vient pas de la tranche qu'on voit dans notre hamburger, qu'elle vient de quelque part. Et donc, cette dimension-là, elle doit s'inscrire très, très jeune. Et ça, c'est des mesures de santé publique, d'éducation. Tantôt, j'ai fait référence au travail d'équipe interprofessionnelle. Bien, c'est sûr que nos cibles, et quand on est allé à Cleveland Clinic, les médecins devaient cocher que certaines cibles avaient été validées auprès de leurs patients. Et par exemple, la cessation tabagique, la mise à jour du programme de vaccination, l'atteinte des cibles de glycémie. Alors ça, c'est du travail d'équipe. Ce que j'ai moins aimé tantôt, c'est que le ministre a dit, bien, les infirmières vont faire le travail, ça va permettre aux médecins qui est facturé à l'acte de faire plus d'actes. Et c'est là qu'on rompt la vraie dynamique du travail interdisciplinaire. Le travail interdisciplinaire, c'est qu'on permet à chacun de faire le plus avec chacune de ses compétences et c'est l'équipe qui en bénéficie. Parce que quand le médecin voit plus de patients, c'est parce que quelque part ailleurs, une infirmière, une nutritionniste, une inhalothérapeute a fait du travail qui avait un sens et qui avait une valeur ajoutée aussi. Alors, je veux juste que vous soyez vigilants parce que les modèles d'interdisciplinarité sont des modèles pyramidaux où vraiment les autres sont à payer à salaire et le ministre, lui, reçoit... Le ministre... Oui, le médecin. Ça, c'est un lapsus vraiment involontaire, Gaëtan, vraiment. Alors, le médecin... et c'est un modèle qui est promu par les fédérations et c'est pour ça qu'il faut changer. Donc, une rémunération mixte, un acte rémunéré à l'acte minimum et le travail collectif et la valeur ajoutée en santé publique comme incitatif et comme prime. Donc, en principe, tout le monde a écoulé les droits de réplique, hein, mais si vous voulez dire quelque chose rapidement, là, juste conceptuel, on va vous laisser. C'est le genre de problème de couple qu'on vit, hein? Surtout quand il y a un ménage à trois, là, ça se gâte. Je pense que vous avez compris conceptuellement que ce que je vous ai dit, c'était dans un mode qui était de collaboration, c'était très clair. Un des problèmes du discours politique, c'est que d'un côté, on dit que le système de santé est trop centré sur le médecin et toutes les critiques sont centrées sur le médecin plutôt que de faire la promotion d'un concept comme je le fais. Alors, par contre, pour que ce concept-là s'exerce, encore faut-il que quelqu'un mette des règles. Et la problématique que l'on a dans notre système de santé, c'est une question de certaines contraintes qui ne sont pas en place et qu'on a choisi de mettre en place par les différentes pièces législatives qu'on a posées. Et pour ce qui est de la coupure en santé publique, je veux juste vous dire une chose. Là. Le système de santé au Québec avait un taux
dans certaines régions, d'encadrement de 10 %. Un taux d'encadrement, ça veut dire 10 personnes à un cadre. C'est ça que ça veut dire, 10 %. À un moment donné, il fallait le baisser. On l'a baissé dans tous les secteurs, mais en santé publique spécifiquement, il n'y a jamais eu une seule coupure de service de santé publique. Merci, Monsieur le ministre, pour ce dernier commentaire conceptuel. Donc, on va passer à notre série de questions pour le public comme tel. Donc, on va y aller. Donc, on a à la fois dans le public des gens qui ont certainement des questions à poser à nos 3 panélistes et aussi sur le web. On est en Facebook Live comme tel. Donc, il y a déjà des mains. Donc, j'inviterai nos organisateurs à se promener dans la salle. Donc, oui, parfait. Merci, Sarah. Donc, la première question, s'il vous plaît, vous nommez, donnez votre titre, un peu ce que vous faites dans la vie, et puis adressez votre question à la personne ou les personnes concernées. Merci. Bonjour, Élise Géroir-Chantal. Je suis étudiante en ergothérapie à l'Université de Montréal. Ma question, en fait, j'ai posé sensiblement la même question au professeur Blais ce matin, puis ça m'intéressait d'avoir la position de vous 3 sur ça. Je me questionnais, en fait, quelle était votre position ou la position de votre parti quant à l'apport de la pratique des soins de santé au privé dans l'enjeu de la surmédicalisation. Peut-être qu'on pourrait entendre Madame Lamarre pour commencer. Merci. Juste préciser votre question là, pour que ce soit bien clair. Donc, vous voulez savoir quelle est dans la surmédicalisation, ce que ça amène comme on privilégie le système privé, c'est ce que vous voulez dire? Peut-être un peu plus à l'inverse. Si pour vous, la privatisation du système de santé, c'est quelque chose qui va favoriser ou qui favorise la surmédicalisation ou qui n'a pas d'impact sur le phénomène de surmédicalisation, d'après vous? Oui. Il est certain que quand on arrive dans une organisation privée, il y a cet enjeu de dire il faut que mon entreprise soit rentable. Le CLSC, par exemple, n'a pas cet enjeu-là. Et il faut comprendre que les GMF et les supercliniques sont des entreprises privées. Alors, à l'intérieur de ça, on aspire à ce que les gens travaillent vraiment dans une perspective d'un système public, mais il n'est pas impossible qu'il y ait de temps en temps des enjeux de cette nature-là. Moi, je vous dirais qu'un exemple, et puis là-dessus, j'ai interpellé le ministre, et lui aussi se trouve impuissant par rapport à cet enjeu-là, mais c'est l'accès aux dermatologues. Alors, les dermatologues sont exactement dans un contexte où ils ont assez d'autonomie, ils devraient offrir des services au public. Actuellement, il y a 36 000 personnes qui sont sur des listes d'attente pour voir les dermatologues, mais plusieurs dermatologues ont réduit beaucoup leurs heures sans qu'on ait d'aucune façon d'influencer, mais certains d'entre eux, parce que beaucoup de patients me disent, je pèse sur 1 si je veux voir pour un problème de peau et je pèse sur 2 si je veux du Botox. Okay? Et le Botox, on réussit à avoir le rendez-vous dans la semaine même parce que c'est payé au privé et donc c'est vraiment plus facile à faire. Alors, il faut prévoir des balises. Tantôt, le ministre a parlé de balises. Il faut en trouver pour ce genre de comportement-là. Mais définitivement, la privatisation, on fait appel à l'éthique des gens, mais on le voit. Il y a eu des effets aussi qui nous ont un peu illustré ça. Les ophtalmologistes, quand il y a eu l'introduction des frais accessoires, où, dans le fond, les médecins, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient autofinancer leurs équipements, devaient charger non pas le coût réel des gouttes dans les yeux, mais chargeaient 100 $, 200 $. Et on a vu l'effet un peu qui a dérivé de l'abolition des frais accessoires. Ça a été tout à coup, en tout cas, on a observé une augmentation de certains autres actes nécessaires, selon les ophtalmologistes, avant de procéder à certaines interventions. Donc, il faut faire très attention parce que la privatisation peut amener ce genre de comportement-là. Je ne dis pas qu'elle le fait partout, qu'elle le fait systématiquement, mais merci, oui, il y a Mme un risque. Lamarre. On va passer au Monsieur le ministre pour répondre à cette question-là, puis ensuite M. Guettier. La question, je ne veux pas critiquer la question, là, mais si je comprends bien la question, est-ce que le côté privé peut amener la surmédicalisation? Bien, la réponse est évidemment oui. Alors, quand on est au privé, l'incitatif, puis là, on va évidemment définir le privé. Alors, au Parti québécois, on aime bien dire que les GMF, ou tout ce qui est en cabinet est privé, c'est public. C'est juste pas géré par l'État. Dans un GMF,
tous les paiements sont ramouchis. Le privé dont on parle, c'est du privé. Vous sortez votre carte de crédit ou votre chéquier. Alors ça, c'est une autre chose. Le privé amène évidemment une médecine qui est plus potentiellement à l'américaine. Dans mon expérience, le privé va potentiellement surdiagnostiquer, très souvent surinvestiguer, surtraiter. Ça, là, il n'y a personne, je pense, qui peut contester ça. Mais là, on parle de privé. On traverse la frontière et c'est exactement ça qui se passe, c'est clair. C'est pas pour rien qu'il y a des scans et des résonances magnétiques pratiquement à tous les coins de rue en Floride, parce que l'âge de la population est plus élevé qu'ici, et ainsi de suite. Alors, c'est ça la réponse à votre question. Mais une chose qui est très claire, par exemple, ça, on le voit aussi dans d'autres secteurs. Vous savez, ma collègue qui est pharmacienne, elle a connu l'époque des ristournes dithyrambiques, là. Et il n'y a personne qui retournait l'argent dans le système de santé. On l'a vu ça aussi en physiothérapie, avec des prolongements de traitement. Puis je lance la pierre à personne. Je dis simplement que oui, le privé, le vrai, là, lui, peut avoir, et dans bien des cas, a eu cet effet-là. Merci, Monsieur le ministre. Ça, c'est très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Docteur Kadir? Mon ami Gaétan aime bien disons, la manière conceptuelle d'approcher les choses. Alors, soyons conceptuels. Les GMF, c'est financé par le public. Toute la responsabilité financière repose sur les contribuables, mais la gestion et la logique qui le prédomine est totalement privée. D'ailleurs, juste à Montréal, 40% des cliniques sont détenues par des investisseurs qui ne sont même pas des médecins. Et il y a une logique de rentabilité et il faut générer des profits. Donc, c'est sûr que dans le modèle où c'est le médecin, surtout dans le paiement à l'acte qui est le modèle prédominant, il y a une pression. C'est une conception, hein, c'est conceptuel. Je critique pas M. Barrette, ce n'est pas les libéraux qui l'ont installé, c'est le PQ qui l'a installé, un rapport clair début des années 2000. Donc, dans ce modèle privé, il y a une pression à la consommation, à la production, au volume. Et la pression au volume, c'est connu dans la littérature, c'est ce qui entraîne une surmédicalisation, une surprescription, un surdiagnostic. Pression au volume, augmentation de, et non pas qualité. Donc, ça va de soi. Conceptuellement, le Parti québécois et le Parti libéral ont commis ce défaut d'accentuer les problèmes de surconsommation de l'acte médical. Merci. On va donner à Mme Lamar 30 secondes, et vraiment 30 secondes là, pour répondre à son collègue. Alors, le principe des GMF est vraiment un principe où on a favorisé le fait que les médecins travaillent ensemble plutôt que de travailler en silo. Et ça, je pense que tout le monde reconnaît maintenant le bien fondé en 2018 d'éviter de travailler en solitaire. Donc, le principe était là. Par contre, tout ce qui s'est ajouté comme bonification de rémunération, parce que les médecins en GMF reçoivent déjà 30% de plus d'honoraires sur chaque acte qui est posé. Et historiquement, quand ces médecins-là travaillaient dans leur clinique privée, le 30% était suffisant pour payer leur secrétaire et pour payer les frais fixes. Maintenant, depuis 2003, où le gouvernement libéral est au pouvoir, eh bien là, on a vu toutes les primes et toutes les surfacturations. Alors, on transfère des psychologues, des travailleurs sociaux du CLSC vers le GMF, on bonifie de 10-20% des frais administratifs, des frais de location de local. Et donc, là, on est en train de vraiment créer des choses sur lesquelles on n'a pas toujours le contrôle, parce entendre parler de travailleurs sociaux, ils n'ont pas toujours un local bien réservé à eux dans les GMF. Même chose pour les pharmaciens qui commencent à travailler dans les GMF, où il y a un 10% de leur rémunération qui va à des frais administratifs. Alors, pourquoi, quand je parle de mon modèle d'interdisciplinarité, on n'est pas dans ce modèle-là. On est dans un modèle où tout le monde s'entraide et tout le monde collabore. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une question du public. Il faudra aller voir Sarah. En fait, du public en Facebook Live, je m'excuse pour la précision. OK. Merci. Donc, Étienne Aumont, je suis étudiant en psychologie à l'Université de Montréal. On l'a vu dans vos allocutions, la santé mentale a un rôle important à jouer dans la surmédicalisation. Donc, je me demandais quel est le rôle que vous aimeriez accorder aux psychologues de la santé, aux psychothérapeutes et même aux psychologues du travail dans la gestion de la problématique de la surmédicalisation.
Là, je parle évidemment à l'extérieur des groupes de médecine familiale, comme le nouveau programme que vous aviez prévu. Monsieur Barrett. Donc, on va commencer avec Monsieur le ministre cette fois-ci. Alors, votre question est très précise parce que vous me demandez quelle est notre position sur l'accès aux soins de psychothérapie à l'extérieur du programme qu'on vient d'annoncer. Alors, c'est une question pleine d'enthousiasme et je la comprends très bien. La problématique, elle est très, très simple. On souhaite que ça s'étende, mais dans la mesure où on a les moyens de le faire. Et là, je vais faire pas une parenthèse, mais je vais répondre plus précisément à votre question. Le modèle qu'on a mis en place, c'est le modèle anglais que vous connaissez sûrement, qui, lui, a fait ses preuves. Sur le plan de la surmédicalisation, il est clair que ce modèle-là a réduit le recours aux médecins, a réduit le recours à la prescription pour des problèmes spécifiques de santé mentale. Maintenant, si vous me demandez, par exemple, d'ouvrir à la couverture publique les services psychothérapeutiques conjugaux, bien là, à un moment donné, les gouvernements ont un choix à faire. Parce qu'on ne peut pas vivre, on n'est pas... Vous savez très bien, sans aucun doute, puisque c'est votre domaine, qu'en Angleterre, actuellement, ce programme-là va mal. Pourquoi il va mal? Parce qu'il est ouvert à tout. C'est un programme sans contrainte. Et actuellement, il y a beaucoup de plaintes sur l'accès et évidemment une incapacité de le financer. C'est plate à dire, je sais qu'on n'aime pas ça en parler. On parle de beaucoup de choses dans ces panels-là, des choses qui sont souvent pas vraies du tout, mais c'est pas grave, mais il y aura toujours la contrainte budgétaire. Alors nous, on souhaite qu'on agrandisse éventuellement le champ après qu'on ait mis en place cette première phase-là que vous connaissez, qui, elle, est à l'intérieur du budget. Mais il reste pas moins que c'est quand même une première au Canada. C'est une avancée. Moi, là, le Conseil canadien, pour ce qui traite de la santé mentale, est venu me voir pas plus tard que la semaine dernière pour nous demander comment on avait réussi à faire ça. Et on veut aller plus loin, mais il y a quand même une contrainte budgétaire. Merci. Donc, on passe à M. Kadir. Bien, justement, le programme anglais de couverture des soins de psychothérapie, si ça occasionne des préoccupations côté financement et rémunération, c'est beaucoup moindre en termes d'ampleur, en termes de pourcentage des dépenses médicaux que le problème de rémunération des médecins qu'on a connu dans les dernières semaines, là, qui a été mis en relief. Donc, c'est vrai, ça nécessite des coûts, mais comme a dit mon ami Gaétan, c'est une question de choix. Si on a choisi de privilégier pendant des années la rémunération des médecins, il n'en restera plus grand-chose dans cette tarte qu'on a continué à diminuer depuis des années pour donner la pleine autonomie professionnelle à d'autres acteurs de la santé comme les psychologues. Maintenant, je comprends qu'il faut que ça soit balisé, mais c'est très facile, enfin, pas facile, c'est-à-dire que conceptuellement, revenons au concept, si c'est dans des cabinets privés, comme chez les médecins, là, dans des cabinets privés que les médecins dispensent, ça peut être n'importe quoi et ça peut être un volume important, donc pression de volume, surconsommation, etc. Mais c'est dans le cadre d'une médecine pluridisciplinaire, exactement comme on l'a déjà conçu dans les CLSC, puis si on investit massivement pour faire des CLSC, le véritable pivot de l'organisation des soins, moi je ne pense pas qu'on va assister à une surconsommation des services de psychothérapie. Madame Lamarre. Alors moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des annonces prétendant donner plus d'autonomie aux professionnels, il y a quand même un retour obligatoire aux médecins de famille. Et donc, on parle de psychologues qui ont 7 ans d'université. On parle d'infirmières praticiennes spécialisées qui ont 5 ans d'université plus 2 années de retour à la pratique. Quand est-ce qu'on va donner à d'autres professionnels qu'un médecin une autonomie qui va permettre de résoudre le problème? Moi, je vous dis, entre un enfant qui a un problème de trouble de déficit de l'attention, entre un psychologue qui est à l'école avec l'ensemble des enfants et qui voit cet enfant-là dans la cour d'école, dans la classe, dans les casiers, en train de manger à la salle à manger, à la cafétéria, ou un médecin qui le voit 10 minutes entre 10 autres patients en soirée, j'ai aucune hésitation. Le psychologue est mieux approprié, va poser un diagnostic plus juste et il est bloqué parce qu'il ne peut pas initier la thérapie médicamenteuse. Alors, pourquoi empêcher les psychologues de commencer cette thérapie ou de commencer
s'il y a lieu de médication, mais il n'y a peut-être même pas lieu de commencer. Mais le diagnostic précis doit être posé. Est-ce que c'est vraiment un trouble de déficit d'attention, un trouble du comportement, un trouble de l'adaptation? Il y a plein d'éléments et c'est le psychologue. Donc, on a un système qui date des années 80 où le professionnel qui était vraiment le seul pivot était le médecin. Et dans toutes les mesures que le ministre prend, il retourne toujours. Alors, on paie 2 fois. On paie l'expertise du psychologue et on repaie le médecin et on induit beaucoup de délais chez les patients, des délais de traitement, des délais d'ajustement de traitement. Alors, clairement, je ne vois pas pourquoi on ne va pas dans cette direction-là. Et les médecins, actuellement, réfèrent au psychologue pour faire l'évaluation de ces enfants-là, mais il faut encore qu'après que le psychologue ait fait tout le travail et l'analyse, il retourne le patient au médecin. Alors, c'est un jeu de ping-pong. Quelque part, il y a une absence de reconnaissance. Le psychologue, s'il atteint ses limites de sa pratique, il est aussi imputable que le médecin. Et quand il va atteindre ses limites, il va référer. Peut-être qu'il va juger que c'est plus pertinent de référer à un psychiatre directement qu'à un médecin de famille. Le médecin de famille, quand il apprécie ses limites, il réfère à un spécialiste. Donc, un médecin de famille aussi, ça a des limites. Et c'est pas parce qu'on veut dénigrer qui que ce soit. On n'a plus les moyens, les médecins ne fournissent plus à la tâche. Merci, Nos Madame patients Lamarre. sont privés d'accès. Merci. On a plein On vous de ressources et demanderait de compétences. de passer à la prochaine question, à moins qu'il y ait un droit de réplique. D'accord, juste un instant. Alors, allez-y. vous avez compris que dans nos orientations politiques, il y a une dichotomie qui est fondamentale. Nous ne faisons pas ni le procès des médecins ni des autres professionnels, on veut qu'ils travaillent ensemble. Alors, quand vous écoutez mes collègues, et particulièrement ma collègue de droite, c'est toujours contre les médecins. Mais je vais vous donner un exemple, correct? On a donné aux infirmières et on a fait des pressions sur le Collège des médecins, qui est l'ordre professionnel, pour que les infirmières puissent initier un traitement, par exemple, pour le diabète. C'est bien plate, là, mais c'est parce que le diabète, ça a des complications oculaires, rénales, cardiaques et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut que le médecin soit impliqué pour le suivi, pas pour prendre la place d'infirmière, pas ça du tout. À partir du moment où pas le diagnostic, mais le traitement a été initié, le médecin doit faire son évaluation parce que c'est une maladie chronique qui est sujette à un grand nombre de complications. À un moment donné, le médecin doit le savoir et le suivi se continue par l'infirmière. Ça, c'est travailler ensemble. Pour ce qui est des soins de psychothérapie, je vous l'ai dit, j'ai été très clair. Le programme, il est fait de cette façon-là pour des raisons initiales de contrôle de coûts, mais en même temps d'accès. C'est ça qui est la contrainte principale pour nous au gouvernement. Puis je peux vous dire qu'il y a bien des choses que mes collègues ici disent qu'ils voudraient faire, mais qu'ils ne feront pas parce qu'ils n'auront pas le budget pour le faire. D'ailleurs, je vous invite à regarder bien, bien précisément la prochaine campagne électorale parce que quand il y aura un programme électoral, il y aura des états vérifiés du budget de l'État et vous verrez que bien des commentaires qui sont faits ici ne se traduiront pas par des propositions. Je vais vous donner un exemple frappant. Rapidement, monsieur le quoi ministre. On parlait il y a 4 ans, avant l'élection, au Parti québécois, de l'assurance autonomie. Est-ce qu'elle est actuellement l'assurance autonomie dans son programme? Non. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il coûtait 4 milliards de dollars. Merci, monsieur le ministre, pour ces commentaires. Est-ce que le docteur Kadir veut faire une réplique? Ça va. Parfait. On va enchaîner avec la 3e question, qui va être une question de notre Facebook Live. Donc, je passe la parole à Sarah, qui va nous lire cette question-là. Merci, Sarah. De rien. Donc, bonjour à tous. La question se lit comme telle. Que pensez-vous de la place des chiropraticiens dans le système de santé du Québec? Bien qu'ils travaillent exclusivement au privé, ne serait-il pas important de privilégier une approche multidisciplinaire dans plusieurs cas? La chiropratie ne pourrait-il pas être une autre modalité de traitement pour des patients ayant des affections neuro-musculo-squelettiques et ainsi diminuer la prescription de médicaments comme les antidouleurs et les anti-inflammatoires? Merci. La parole au docteur Amir Kadir pour cette première. C'est juste pour prendre rendez-vous, c'est correct. Pour illustrer. Non, mais c'est certain. Et là, c'est vraiment... Dr Barrett a raison de dire qu'on promet des tas de choses. Il faut ensuite être conséquent et cohérent. Au moins, Dr Barrett dit, nous, notre gouvernement, il n'est pas prêt à allonger les ressources comme ça. On est prudent. Dr Barrett
dit qu'il faut que tous les acteurs travaillent ensemble, mais la population, justement, veut avoir un accès à d'autres professionnels de la santé. Ça, c'est un besoin. Je le rencontre moi-même, même si je suis microbiologiste, infectiologue. Je me rends compte que les patients viennent nous voir parfois juste par défaut, parce qu'ils préféreraient voir d'autres types de professionnels, mais ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie. Donc, c'est des choix, mais je dis humblement à mes amis, les congés d'impôt pour les plus riches, c'est des choix. Docteur Le fait Kadir, que... juste conclure rapidement. Ah, je pensais que c'était... Bon, Oui. juste dire que donc, c'est facile, regardez, c'est facile à dire oui, il faut les impliquer, mais je vous mets au défi, aucun des partis traditionnels qui est encore prisonnier du dogme du marché et de la rigueur budgétaire, entre guillemets, puis tous ces trucs de déficit zéro, etc. C'est vraiment une manière de penser l'économie qui est figée dans le temps depuis 30 ans, n'est pas capable d'être cohérent pour aller chercher des revenus conséquents pour s'occuper de ça. Merci, Québec Dr. solidaire, Kadir. on l'a promis, on l'a décrit, puis si vous voulez, venez me voir, je vais vous dire que c'est possible. On nous fait croire que c'est pas possible. C'est possible, parce que regardez, à chaque fois qu'il s'agit de sauver Merci. les banques, Merci, Dr. les Kadir. compagnies automobiles, l'industrie de l'énergie ou les bombardiers du monde, il n'y a jamais de problème. Mais Merci. quand c'est pour des chiropraticiens, tout d'un coup, attendez, il faut faire attention. Alors, on a la vision de Québec solidaire ici, comme vous pouvez le voir. Donc, merci, Dr. Kadir. On va passer la parole, dans le fond, au Parti libéral du Québec, puisque clairement, on dirait que la réplique est là pour commencer. Puis, s'il vous plaît, répondre aussi à la question. Merci. Bien, écoutez, ça devient une question de choix d'opportunité. Je vais moi aussi être d'accord avec mon collègue, pas sur son approche, sur la finalité de son approche, mais sur le constat qu'à un moment donné, on a des choix à faire, puis les choix ont la contrainte budgétaire. Bon. Pourquoi plus un que l'autre? Regardez, nous, on demande aux ordres professionnels de s'entendre entre eux autres et on souhaite qu'il y ait un partage qui soit le plus justifié, le plus ouvert possible. Ouvert en premier, justifié ensuite. Alors, ça, cette question-là, on doit l'adresser aux ordres professionnels. Alors, cette question-là, ce n'est pas à nous. Vous savez, moi, là, on personnalise beaucoup le débat, vous l'avez vu encore aujourd'hui, puis c'est toujours comme ça, c'est pas grave, je suis capable de le prendre. Mais à un moment donné, il y a des décisions qui doivent se prendre dans le lieu approprié, qui est celui des ordres. On fait des pressions, nous, auprès du Collège des médecins. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ont avancé. Maintenant, est-ce que je dois, moi, là, comme ministre de la Santé, ou nous, comme gouvernement, est-ce qu'on doit s'ingérer dans les relations entre les ordres professionnels? Nous, on pense que non. À partir du moment où les ordres ont pris leurs décisions, parfois sous la pression que nous mettons, bien là, on revient à la problématique de tout mettre ça ensemble dans un budget. Moi, je suis content d'une chose. Vous êtes, par rapport à moi, là, et je peux dire probablement à partir d'Amir, nous, on est beaucoup plus vieux, alors Diane, elle est plus jeune que nous. Alors moi, je peux vous dire une chose, vous êtes une génération beaucoup plus informée et consciente d'un certain nombre de choses, notamment les choix politiques et les enjeux budgétaires. Merci, vous allez le voir, il y aura une campagne électorale, il y aura des états financiers qui sont vérifiés et il y aura des propositions qui seront faites et qui seront imparfaites, mais qui seront à l'intérieur d'un budget et vous ferez vos choix. Merci beaucoup. La parole est à Mme Lamarre. Alors, on a parlé de données probantes, mais moi, je pense qu'il faut actualiser l'appréciation et la contribution des nouvelles professions. Et ça, c'est pas fait. Donc, on est avec un modèle qui a été figé dans les années 80 avec certains professionnels pour lesquels on payait telle chose et on ne payait pas telle autre chose. Je donne un exemple, les dentistes, on paie pour un examen de prévention, on paie pour la réparation de la carie, on ne paie pas pour la pose de scellant entre les deux. Peut-être qu'en 2018, il faudrait se reposer la question. Les chiropraticiens, les sages-femmes, les ergothérapeutes, les inhalothérapeutes, les infirmières praticiennes spécialisées, on doit repenser leur rôle et leur contribution dans une perspective de soins, mais aussi dans une perspective économique. Et là, vraiment, écoutez, aller à l'urgence, parce que ces gens-là, ils vont aller à l'urgence, c'est l'endroit où ça coûte le plus cher dans le système. À chaque fois qu'on déplace quelqu'un puis qu'il se rend à l'urgence, ça coûte une fortune, beaucoup plus que s'il allait au CLSC pour voir une IPS ou s'il allait dans une clinique médicale ordinaire. Alors, le recours abusif aux urgences, et nous on dit l'urgence,
c'est le symptôme des maladies de notre système, c'est qu'on n'a pas investi correctement. Les médecins ne fournissent pas à la tâche. Même avec les mesures, on a encore 20 des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Il faut ouvrir aux autres professionnels, actualiser leurs pratiques, actualiser leur autonomie. Et, parallèlement à ça, puisque le ministre y a fait allusion, le soutien à domicile demeure une immense priorité et le gouvernement qui va donner cette priorité au soutien à domicile. Et malheureusement, ça passe par un investissement. Et c'est pour ça que nous, on est si offusqués que des sommes aussi astronomiques aient été engagées pour les médecins. On a besoin de 500 millions de dollars immédiatement pour le soutien à domicile. Beaucoup. Et on va faire des économies. Et à la dernière campagne électorale, nous nous sommes engagés Monsieur Barrette, je suis désolée, il nous reste 3 minutes. On a le temps de prendre une dernière question. Je voulais juste dire qu'on a investi, nous, 50 on va prendre de plus une dernière que ce qu'il avait promis dans la dernière Barrette. campagne et on l'a dépensé. Donc, on n'a pas le temps pour plus de répliques. Donc, la prochaine question était où? Ici. Dans la salle? Moi, je vais ramener une question par rapport à notre axe médicalisation de la vieillesse. Donc, juste vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse. Gabrielle Goyer-Pétrin, je suis étudiante en sciences infirmières à l'Université Laval. Donc, on sait que, outre la revue de l'offre alimentaire, la quantité de bains dans les CHSLD, on sait que le manque de temps et de ressources entraîne l'augmentation de l'utilisation de benzodiazépines et de techniques invasives dans les CHSLD. Donc, ça augmente la médicalisation d'une période de la vie la vieillesse, qui est au final pas une maladie. Donc, je me demandais, que proposez-vous pour réduire la médicalisation dans les CHSLD? Donc, on y va pour 1 minute chaque en raison du temps. Donc, on commence par Mme Lamarre, s'il vous plaît. Alors, je vous ai déjà donné tantôt, je pense qu'on minimise la capacité des gens de pouvoir faire encore des choses quand ils sont en CHSLD, avoir des activités stimulantes intellectuellement et physiquement. Et donc, les gens qui, même atteints d'une maladie Alzheimer, sont capables encore de chanter, de participer à des chorales, de faire des activités, on n'utilise pas cette ressource-là. Je veux juste vous dire que vous avez probablement la plus grande experte mondiale dans la salle aujourd'hui, Louise Mallet, qui a une reconnaissance internationale et qui travaille d'arrache-pied à changer des comportements au niveau des médicaments chez les gens âgés depuis très longtemps. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler ça différemment. On voudrait voir, par exemple, dans les CHSLD, actuellement, il y a un exode de médecins de famille. Les médecins sont souvent de garde quand ils sont avec le ministre va dire, je viens de leur donner un équivalent 6 patients, et ça a pris quand même 2 ans où il a laissé un vide, et là, on manque de médecins. Nous, on dit qu'il y a des associations, infirmières, psychologues, pharmaciens, qui pourraient très bien accompagner ces patients-là, des pharmaciens qui feraient une révision de la thérapie pour réduire la médication. Très souvent, dans ces centres-là, on introduit, par exemple, un antipsychotique et on oublie de le diminuer. Après, on ne révise jamais le choix du traitement. C'est vrai pour les médicaments pour l'estomac, c'est vrai pour l'ensemble de la médication. Merci, Mme Lamarre. Donc, on passe à M. le ministre. Alors, nous avons déjà posé des gestes. Alors, ce dont vous parlez, ça passe, entre autres, par plus de personnel. Au moment où on se parle, on est en train de faire la démarche de révision des ratios équipe soignante, patient. On est en train de le faire. Ce qui m'intéresse toujours beaucoup quand ma collègue parle, c'est qu'elle propose des choses que nous sommes déjà en train de faire. Les médecins de famille, on est en train de le faire. C'est en train d'être fait. Les professionnels, c'est en train d'être fait. On a une initiative qui a été mise en place pour faire de la déprescription. On est en train de le faire. On est en train de former 2000 infirmières praticiennes spécialisées dont on croit qu'elles vont avoir un rôle à jouer en CHSLD. Ma collègue veut absolument la parole pour dire qu'on est en temps, mais c'est parce que les facultés de sciences infirmières, vous êtes dedans, ils n'ont pas la capacité d'en former plus, et c'est elles qui le disent. Alors, on va vous demander de conclure, M. le ministre. Alors, nous avons posé des gestes clairs, nets et précis pour aller dans cette direction-là. Bon, évidemment, la reconnaissance, on ne peut l'avoir qu'en parlant. Je suis content de répondre à votre question. Merci, Dr. Barrette. Donc, on passe la parole à Dr. Kadir. Ce que mes collègues ont dit, c'est vraiment les premiers pas à poser. C'est tout à fait adéquat. Il faut augmenter le temps des soins. Il faut s'assurer d'un meilleur contrôle de la prescription, et ça n'a pas besoin de passer par un médecin. Donc, tout a été dit.
Moi, je dirais que, dans le fond, si on veut que ça se fasse, il faut que quelqu'un comme, mettons, un médecin comme Gaétan Barrette ou une pharmacienne comme Diane ou comme moi, peut-être qu'on devienne ministre des Mines ou des Ressources naturelles pour aller rechercher. Non, je le dis sans blague. On est le seul pays, à part les États-Unis, là, qui n'imposons pas de taxes de redevance sur l'utilisation de l'eau par la grosse industrie polluante. Juste au Québec, ça représenterait pour Hydro-Québec un revenu supplémentaire de à peu près 600 millions de dollars. Il faut 9 milliards de dollars de notre sous-sol par chaque année sans retombée réelle. C'est-à-dire que ça offre de bons emplois, ça, il faut le reconnaître, mais c'est comme si on se contente du petit pain, là. L'essentiel des profits qui sont faits là-dessus vont ailleurs, dans des investissements étrangers. Donc, il faut être conséquent. Si on promet tout ça, il faut à la fin montrer qu'on est capable d'avoir le courage, par exemple, de baisser le salaire des médecins. Cette semaine, jeudi, quand j'ai annoncé notre note de rémunération, nous avons dit que Québec solidaire ramènerait, dans un premier geste immédiat, le niveau de rémunération des médecins québécois au même niveau qu'Ontario. En termes relatifs, en tenant compte du coût de la vie, c'est 12% de moins. C'est 1 milliard de dollars d'économie juste d'un seul coup. Donc, pour les chiropraticiens. L'autre chose, l'incorporation des médecins. L'incorporation des médecins, l'incorporation, 220 millions que ça nous coûte. À peu près 10 000 médecins sont incorporés. C'est à peu près 21 à 22 000 dollars par année que ça leur donne de taxes fiscales. 220 millions. Il y a plein d'utilisations. Merci, Dr. Kadir. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, en fait, si vous acceptez bien, on conclurait ici, à moins que vous n'y voyiez une objection. Donc, on vous remercie infiniment. Donc, député de Taillon, Mme Diane Lamar, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr. Gaétan Barrette, et puis Dr. Amir Kadir, qui est député de Mercier. On vous remercie infiniment pour ce panel. Un gros main d'applaudissements pour vous. Alors, nos panélistes seront à l'avant. Si vous avez des questions, vous voulez prendre des photos, donc le hashtag, c'est Fresque 2018. Donc, on vous invite à le partager sur les médias sociaux. Et puis, je vais passer la parole à Jody, juste un instant, si je peux vous demander votre attention, pour qu'elle puisse nous guider sur le reste de la logistique. Merci. Alors, merci. Donc, on va avoir une courte pause parce qu'on a pris un peu plus de temps pour notre panel. Puis ensuite, on va revenir ici. On a nos deux conférenciers, Mme Mallet et M. Dupuis, qui vont nous présenter là, pour conclure notre journée avec des cas plus précis. Merci.